Franc-parler, Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou et vous suivez la dominicale de vérité franc-parler. Bienvenue à vous et nos remerciements renouvelés pour la fidélité à la 94.3. Être chez soi, le grand désir de tout citoyen béninois dès l'âge de la majorité. Les ressources mobilisées pour la cause sous la bannière des années de privation partent des fois en fumée. Sans le savoir, le lopin de terre acquis se trouve être une portion d'un domaine public. La mafia autour des réserves administratives mérite un coup de projecteur pour éveiller la conscience des compatriotes qui, au bout du tunnel, portent le titre de sinistré avec des pleurs et des grincements de dents. Gestion foncière au Bénin. Les réserves administratives, c'est la thématique de ce numéro de l'émission Franc-Parler. En plus des définitions, j'allais dire, il est nécessaire de révéler ce que dit la loi et les précautions à prendre pour éviter le désarroi. Pour en parler, nous recevons un spécialiste dans le domaine, monsieur Daouda Moussé. Il est expert foncier, juriste fiscaliste. Bonjour à vous, monsieur Moussé. Bonjour à vous, monsieur Honoré. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est moi qui vous remercie. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, la prise de vue, Job Chikpe et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Je précise bien des questions courte, s'il vous plaît. À nouveau, bonjour, monsieur Daouda Moussé. Bonjour à vous, monsieur Honoré. Je voudrais saluer également les techniciens de la radio. D'accord. Je ne vais pas oublier les auditeurs qui sont sûrement déjà câblés pour l'émission. D'accord. J'espère que rien ne me sera... Aucune de leurs préoccupations ne me sera insurmontable, je l'espère. Une fois encore, merci de m'avoir reçu dans vos locaux. D'accord. Merci beaucoup à vous pour la disponibilité surtout. D'abord, je voudrais savoir d'où vient ce amour pour le foncier. Parce qu'on vous sait très actif. Vous avez même écrit 2 ouvrages pour la gestion foncière. Alors, d'où vient ce amour? Oui, monsieur le journaliste, c'est comme on le dit souvent, lorsque vous voulez faire prendre conscience à un homme, il suffit de lui dire, monsieur, accompagne-moi à l'hôpital, voir comment est-ce que les gens sont couchés là-bas, ou accompagne-moi au cimetière. La personne va se rendre compte que la vie, il faut la prendre autrement. Je fais cette analogie pour vous dire que dans le domaine du foncier, il vous suffit, monsieur Honoré, de passer une journée devant les cours et tribunaux où on tranche les problèmes, les litiges fonciers, pour s'en rendre compte que vous pouvez déjà vous installer sur une parcelle, construire, et être déjà à 1 an de la retraite pour que le litige survienne et paf, le tribunal tranche et c'est que vous avez perdu tout ce que vous avez eu à faire pendant 30 ans. Lorsque vous vous mettez à la place de ces gens-là qui à tort ou à travers arrivent à perdre toutes leurs dépenses de 30 ans, vous vous dites attention, est-ce que ce n'est pas, pour la plupart, par ignorance que nous nous retrouvons devant les causes des tribunaux? Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour acheter une parcelle en République du Bénin? Et pourtant, les tests sont clairs. Mais tout le monde ne peut pas aller vers les tests. Tout le monde ne peut pas codifier les articles. Il faut quand même aider les Béninois. Et c'est ce qui m'a poussé à quand même m'intéresser au foncier pour sortir la grande
majorité des Béninois de l'ignorance et la sortie des multiples erreurs qui les conduisent devant les causes des tribunaux. J'ai pris donc le goût à l'ENAM avec un professeur, un expert foncier chevronné pendant les cours de l'ENAM et je l'ai emboîté les pas et voilà où j'en suis aujourd'hui. D'accord. Je voudrais donc préciser à ceux qui nous écoutent actuellement que notre invité, M. Daouda Moussé, est un expert foncier juriste fiscaliste, il faut le préciser. Il est spécialiste de plans d'action, de réinstallation des personnes touchées par des expropriations et autres, consultant en mobilisation des ressources locales. Il est enseignant formation en gouvernance foncière au centre de formation pour l'administration locale, CEFAL Bénin. Il est aussi spécialiste de conception de manuels de procédures de gestion foncière et domaniale communale. Auteur de 2 ouvrages pour le foncier béninois vendus donc à plusieurs exemplaires. Le premier de cet ouvrage, le premier ouvrage, j'allais dire, c'est Breviaire du foncier béninois, des paroles aux actes. Et le deuxième ouvrage, c'est bien entendu Précis du foncier, 39 réponses pour être à l'abri des litiges fonciers. Donc je tenais quand même à faire cette précision-là pour que les citoyens puissent savoir véritablement avec qui nous opinons donc ce matin sur l'émission Franc-Parler. J'espère que je ne me suis pas trompé. Du tout pas. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et donc, je voudrais vous poser la question. La thématique du jour, ça porte bien entendu sur les réserves administratives. Et je voudrais d'abord savoir, qu'est-ce qu'une réserve administrative? Merci à vous, Monsieur Honoré. Il faut d'abord d'entendre dire que nous avons un test principal qui régit le foncier et la domanialité au Bénin. C'est le code foncier et domanial en vigueur. C'est la Bible en matière foncière, ça c'est notre Bible. En dehors des décrets d'application et autres. Alors, le code foncier n'a pas de façon précise défini ce qu'on peut appeler réserve administrative en matière foncière. Cependant, on peut la définir comme un espace collectif constitué par des emprises foncières obtenues par l'application d'un pourcentage appelé coefficient de réduction sur chaque parcelle ou domaine relevé à l'état des lieux au cours d'une opération de remembrement humain. En français facile, nous voulons lotir. Je vais confondre le lotissement et le remembrement. D'accord. En réalité, nous faisons beaucoup plus les remembrements. Vous allez nous expliquer la différence. Voilà. Il y a tellement de différences. Mais le jargon public que le commun des mortels connaît, c'est le lotissement. Alors que nous sommes, depuis même 1980, régulièrement dans les remembrements fonciers urbains. D'accord. Quelle est la subtilité avant de poursuivre? La subtilité, c'est quoi? Nous avons 50 hectares, quelque part. Les 50 hectares appartiennent exclusivement à M. Honoré. D'accord. Qui demande donc nu friche. M. Honoré demande à l'autorité administrative qui veut de façon légale morceler les 50 hectares pour avoir des parcelles peut-être de 500 mètres carrés. D'accord. Lorsqu'on vous autorise à faire ce morcellement légal, c'est ce morcellement légal qu'on appelle le lotissement. Ça veut dire le lotissement, dans une opération de lotissement, l'espace appartient à la propriété exclusive d'un individu ou d'une personne morale. D'accord. Ça peut être une entreprise. Ça peut être une commune. Ok, ça peut être... ça peut être l'État central. Voilà, c'est ça. Ça peut être un individu. Ok. Et lorsque le lotissement est fait, le découpage, donc les voies sont ouvertes, etc. Tout ce qui se dégage comme parcelle appartient soit à une personne privée, soit à une personne morale. C'est ça le lotissement. D'accord. L'espace appartient à une seule personne. Comme vous, comme une mairie, comme l'État central, comme une société, comme une régie, une direction. Mais lorsqu'on parle de remembrement foncier, ça veut dire déjà que les 50 hectares partant de là sont déjà occupés. Par X, Y, Z, A et B, etc. Occupés comment? Soit occupés physiquement parce qu'il y a déjà
d'installation, d'habitation, de maison, soit il n'y a pas de maison, mais c'est déjà acheté. D'accord. C'est déjà acheté. Donc ça appartient à des propriétaires, plusieurs propriétaires. Plusieurs propriétaires. Alors qu'il n'y a pas de voie, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Pour accéder aux maisons, c'est même compliqué. Mais il faut maintenant tracer. Oui. C'est donc une restructuration. C'est déjà occupé illégalement, en griffe, mais il faut aller ouvrir. S'il en est ainsi, on devait vraiment ranger le mot lotissement pour savoir qu'il est question, tout ce qu'on fait au Bénin là, c'est le remembrement. C'est le remembrement. On ne peut pas ranger ça, mais on devait connaître la différence parce que vous pouvez demander par exemple à lotir. Un domaine privé. Bon, la domanialité, c'est ça aussi, l'autre subtilité. Quand les gens parlent de domaine, j'ai mon domaine, non. La domanialité revient à l'État, à une institution, soit à une collectivité, soit à une régie, la direction de l'eau, la direction générale de temps. On parle de domaine. Mais vous, si vous avez 100 hectares, vous devez toujours parler de terrain. D'accord. Donc, lorsque on est en train de dire que vous, en tant que personne physique, vous avez 100 hectares de terrain, quelque part, vous pouvez demander à lotir. On parle là de lotissement. Mais lorsque déjà la superficie est déjà occupée, on parle de remembrement. Remembrer veut dire réorganiser en quelque sorte. Donc voilà un peu la nuance. Repositionner les voies. Voilà, tracer les voies. Et voilà, définir, réorganiser l'espace. L'espace, effectivement. Voilà. Pour qu'on ait des parcelles bien à l'intérieur. Oui. On a déjà des parcelles à l'intérieur, chacun a sa parcelle, mais il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de voie pour accéder. Il n'y a pas de voie pour accéder. Donc il faut remembrer. Donc depuis 1980, on est régulièrement dans le remembrement foncier urbain. D'accord. Vous étiez donc en train de parler de comment obtenir donc l'espace que nous appelons aujourd'hui, que nous traitons aujourd'hui, la réserve administrative. Merci. Lorsque nous voulons remembrer, nous allons évoluer avec lotissement, peut-être pour que les auditeurs comprennent. Ok, allez-y. Voilà. Pour leur faciliter la tâche. Voilà. Lorsque nous voulons lotir 50 hectares et qu'il y a déjà 200 personnes qui se sont installées, et chacun peut-être avec 900 mètres carrés, 500 mètres carrés, 400 mètres carrés. Alors, pour lotir, pour remembrer, il faut ouvrir les voies. Et pour ouvrir les voies, il faut prendre une portion chez vous, une portion chez X, une portion chez Y, etc. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, il y a un pourcentage qui est retenu de commun accord avec tous les acteurs. Et c'est ce pourcentage qu'on applique à chaque dimension de parcelle contenue dans peut-être les 50 hectares. Ça veut dire quoi? Si au départ, M. Honoré, vous avez une parcelle non lotie de 900 mètres carrés et que l'administration décide d'appliquer 30% comme coefficient de réduction, nous allons faire 30% de vos 900 mètres carrés. D'accord. Et récupérer ça. Et me laisser son 10%. Voilà. Ça veut dire que ces 30% seront régulièrement appliqués à l'ensemble des présumés propriétaires qui sont dans l'espace global à remembrer, à lotir. Alors, dès qu'on fait ça, on trouve donc ce qu'on appelle de réserve administrative. On trouve aussi les fonds. C'est ces coefficients de réduction qui permettent d'obtenir ces choses. Les fonds et les réserves administratives. Alors, voilà un peu comment ça le pourcentage qui est appliqué, ça vient comment? Ça vient sur un coup de tête ou bien c'est étudié? Non, c'est étudié et minutieusement avec tous les acteurs. Tous les acteurs. Vous avez la mairie, qui est l'autorité qui commande les opérations. Vous avez les acteurs, c'est-à-dire nous, les citoyens, qui sont représentés dans le comité. Oui, c'est leur terrain, évidemment. Vous voulez les aider à avoir l'eau, l'électricité, les voies. Donc, ils sont représentés. Vous avez la NDF qui est représentée, l'Agence nationale du domaine et du foncier. Vous avez les urbanistes, vous avez les géomètres, vous avez l'État central qui est représenté à travers le ministère de cadre de vie. Donc, c'est tout un ensemble qui s'asseye à travers plusieurs rencontres pour définir, au vu
et aussi des projets qu'on a pour la zone à loti. Quel est le pourcentage? C'est 30%, c'est 40%, etc. Et ensemble, surtout les techniciens définissent et expliquent les raisons pour lesquelles on doit appliquer tel pourcentage plutôt que tel pourcentage. De toutes les façons, à l'issue, c'est ce que les auditeurs doivent comprendre, à l'issue d'une opération de lotissement, si vous êtes parti au départ avec par exemple 900 mètres carrés, lorsque le lotissement va prendre fin, vous ne pourriez plus trouver les 900 mètres carrés parce qu'on vous a déjà appliqué. Il y a une réduction. Il y a une réduction. Votre domaine sera réduit. Oui, votre parcelle, on va t'habituer à ça. Ok, votre parcelle, notre parcelle sera réduite. D'accord. Alors, à quoi ça sert concrètement les réserves administratives? À quoi ça sert? Monsieur Honoré, vous êtes dans un arrondissement, vous êtes dans une commune et vous avez acheté une parcelle dans le quartier Kendonou. Ok. Vous êtes installé avec votre famille. Est-ce que pour acheter un pain de savon, vous devez quitter Kendonou pour venir à Zogbo parce qu'il n'y a pas un marché chez vous à Kendonou? C'est déjà grave. Est-ce que vous êtes à Kendonou, un mal de ventre vous prend? Est-ce que vous devez aller au camp Guézo? Vous trouvez un hôpital? Au CNHU? Ou au CNHU? D'accord. Alors, les réserves administratives servent à installer les infrastructures socio-communautaires dans un arrondissement, dans un quartier, dans une commune, tels que les centres de santé, les marchés dont vous voyez, le centre de police, les espaces verts. Vous allez par exemple là, au rond-point 16 ampoules, tout à fait. vous voyez l'espace vert nouvellement arrangé, tel que c'est beau, ça fait bon vivre. Ce sont les réserves administratives qui servent à avoir ça. À avoir les écoles aussi. Les écoles, les centres de police, les marchés, les espaces verts. Voilà un peu. D'accord. Alors, ce que je voudrais demander à présent, vous êtes un expert, vous allez tout nous dire sur ce plateau. Est-ce qu'on peut vendre une réserve administrative? Voilà, une fois encore, l'épineuse problème ou l'épineuse question qui revient ou dont la plupart des auditeurs se posent. Parce que vous avez appliqué des pourcentages aux citoyens pour dire que vous voulez dégager des réserves administratives pour construire des écoles et tout ce que vous venez de nous citer, les infrastructures socio-communautaires. Mais après, tout ce qu'on entend autour de ces dossiers-là, franchement, ça laisse sans voix. Dites-nous clairement, est-ce qu'après, on peut procéder à la vente des réserves administratives? Oui, merci à vous. Pour que les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, puissent comprendre, avant de poser cette question, je vais poser une question et répondre à la fois. D'accord, allez-y. La question est la suivante. À qui appartient la réserve administrative dans une commune? Parce que il faut savoir à qui appartient la réserve administrative avant de pouvoir dire est-ce qu'on peut la vendre ou pas. Oui. Après avoir récupéré, on peut quand même... J'essaie de répondre à votre question. C'est pas mon rôle d'ailleurs, mais je me dis à votre question, on peut dire que ça revient à la commune, ou bien? Ok, merci. Ça devient, comment dirais-je, un domaine de la commune? Merci. Vous n'êtes pas en dehors de la piste. D'accord. Vous êtes. Je vous laisse maintenant nous conduire. Ok. Alors, oui. Monsieur Honoré, la mairie veut lotir 80 hectares. Appartenant à 1000 personnes. D'accord. Et on a appliqué des coefficients de réduction pour diminuer et obtenir la réserve administrative. Oui. Alors, les parcelles sur lesquelles on a diminué, on a obtenu de petites portions, ces parcelles appartiennent à qui?
À des individus. Merci. Donc c'est leur propriété privée. Oui. C'est votre. Est-ce que vous pouvez vendre votre propriété privée? Non. Non, vous pouvez vendre un bien privé. C'est-à-dire, vous avez une parcelle. Oui, tout à fait. Vous pouvez vendre. Tout à fait. On ira de façon logique pour que les gens nous comprennent. Ok, on y va. C'est-à-dire, ce qu'on a coupé appartiennent en privé à des individus, à des citoyens. Voilà. Alors, le regroupement de privé forme aussi un privé. C'est la logique. D'accord. Ce qu'on a coupé là, ce n'est pas un bien public. C'est un bien privé. C'est un bien privé. Lorsque on m'a coupé ma parcelle, on a coupé ici, on a coupé, ça forme un espace, mais qui est au départ privé. Donc, retenons aujourd'hui que la réserve ou les réserves administratives sont des biens privés appartenant en quelque sorte à la communauté, à la communauté de tous ceux qui sont... Tous ceux chez qui on a coupé, c'est ça, non? Non, appartenant à la mairie. Oui, appartenant à la mairie. Appartenant au départ à la communauté à qui on a coupé. Qui ont transféré à la mairie. Ok. Pour quelle cause? Pour avoir utilité publique. Utilité publique. Pour avoir des infrastructures socio-communautaires. Mais au départ, lorsque la réserve administrative est obtenue dans une zone, c'est un bien privé de la commune. D'accord. Et la gestion d'un bien privé est régie par les dispositions du droit privé. Ok. Et les dispositions du droit privé disent quoi? Que je peux disposer ce qui m'appartient. Vous comprenez un peu? Oui. C'est-à-dire, il faut comprendre que par essence, la réserve administrative est un bien privé de la commune. Voilà. Et un bien privé se gère comme vous pouvez gérer votre bien privé. D'accord. Si vous pouvez vendre votre parcelle qui vous est privée, il faut faire une déduction pour savoir que la commune, la mairie, peut décider aussi de vendre, de morceler une partie de la réserve administrative et de vendre. Mais pas à n'importe quel prix. Pas comme vous, sur un coup de tête, vous pouvez vendre votre parcelle. Parce que... Mais les citoyens peuvent dire que c'est de l'anarchie quand même. Parce que si vous me laissez terminer, c'est bon? Ok, allez-y. Alors, vous demandez, est-ce qu'il peut arriver que la mairie vende? Et je vous explique logiquement que pour vendre, il faut que la chose soit à moi. Voilà. Est-ce que la réserve administrative est un bien privé de la mairie? La réponse est oui. Mais pas un bien privé comme le vôtre. D'accord. Parce que là, pas comme un bien privé d'un citoyen. D'un seul citoyen. D'accord. Là, c'est l'ensemble des biens privés d'une frange de population qui vous confie ça. Pour la gestion. Pas pour vendre. Mais pour gérer. Pas pour gérer, mais pour construire des infrastructures publiques. D'accord. Que nous venons de citer. D'accord. Alors, puisque sur ces réserves administratives, ce sont les infrastructures publiques qui seront implantées, on parle donc de réserve administrative, bien privé qui devient domaine public. D'accord. Ça veut dire quoi? Si vous avez une parcelle privée et par erreur, vous laissez l'État venir construire un module de classe sur votre parcelle privée, cette parcelle se transforme en parcelle publique que vous ne pourriez plus récupérer. Revendiquer. Alors, donc, on est parti de réserve administrative bien privée et puisque c'est des infrastructures publiques qui seront implantées, on parle à la fin de réserve administrative bien publique. Bien public pour deux raisons. C'est un petit public qui a légué ça à la mairie. N'est-ce pas? Oui. On a pris ici, on a pris là-bas, on a pris.
Ça fait la première raison. La deuxième, bien public parce que c'est destiné à des infrastructures publiques. D'accord. Maintenant, si la réserve administrative doit être vendue, il y a une procédure qui est claire. Vous voulez vendre votre parcelle. Vous levez, vous vendez. Oui. Mais le bien public, fut-il privé de la commune, puisque c'est tout un ensemble, une frange de population qui vous dit c'est pour nous, mais nous on vous donne pour réaliser des infrastructures. Oui. Vous ne vous levez pas n'importe comment pour la vendre. Alors, mais c'est les boss qui achètent ça. Non. Les réserves administratives, là, après on retrouve ça dans le domaine des boss. Quand je dis boss, les ministres, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, les gens qui sont bien assis là. Oui. Oui. Monsieur le journaliste. Oui. Ou bien vous voulez me démentir? Oui, je ne vais pas partager ça avec vous, puisque je ne vais pas partager ça avec vous. Monsieur le journaliste. On y va. On ne vend pas un bien et une réserve administrative. Mais on peut partager. Comment chacun peut vendre son bien privé. D'accord. Pourquoi? Ça j'ai compris. Les auditeurs ont compris. Pourquoi? Parce que c'est un bien public. Pour la vendre, parce que votre question est technique et pertinente. D'accord. Est-ce qu'il peut arriver que la mairie morcelle et vendre? Oui. C'est ça. À quel prix? Pas à n'importe quel prix. Okay. Il faut d'abord que le conseil communal décide. C'est-à-dire vote. Délibère, comme on le dit. À quel prix? Quelles sont les raisons pour lesquelles on veut vendre? Merci. Et vous soumettez ces raisons à l'ANDF, représentant de l'État. Okay. Est-ce que c'est un opérateur économique qui est venu corrompre la majorité des élus locaux qui doivent voter pour délibérer et laisser ça au profit de cet opérateur? C'est déjà des raisons absurdes qui feront que lorsqu'on en arrive à ce genre de cas où c'est sous fond de corruption, ou si les raisons ne sont pas valables, du morcellement de la réserve administrative ne sont pas valables, mais vous avez des ennuis. Je prends une raison valable pour laquelle on peut toucher. Vendre. Ok, on y va. La mairie a fini de lotir une zone de 80 hectares. D'accord. Elle a remembré la zone. Et dans la zone, elle a constaté que, attention, on n'a pas un cimetière ici. Elle réserve 3 hectares pour le cimetière du quartier ou bien de l'arrondissement juste. D'accord. Sauf que les années passant, la mairie n'a pas trouvé de financement pour construire le cimetière. Or, vous avez installé aussi les populations qui petitement ont commencé par construire. Et vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus ériger un cimetière au beau milieu la zone, merci, voilà. Monsieur Honoré. C'est ça. Vous vous rendez compte que vraiment la population s'en est, chacun s'est installé. Totalement. La ville a pris corps. Et on n'a pas vraiment envie de rencontrer des tombes tous les jours. Absolument. Donc, quand on se lève. Donc, alors, cette raison peut amener la mairie à changer de destination. Je parle d'abord de destination. Voilà. La première destination, c'était quoi déjà? C'était cimetière. Merci. On peut décider maintenant de faire autre chose. Merci. Soit construire CEG, école, là encore, hôpital, c'est public, c'est toujours. On peut décider d'y attention. Ok. Mettre par exemple une usine de ciment là, ça va toujours suffoquer, ça va toujours... Ça va déranger. Bon, on va décider, transformer, changer de destination, c'est-à-dire de la réserve administrative qui est destinée pour un domaine public. On peut transformer ça, on peut découper ça et vendre aux populations. Et ça doit suivre toute la procédure dont je viens d'énumérer. D'accord. Et les fonds, si vous décidez de découper et vendre, vous faites d'abord un titre foncier en bonne et due forme. Et lorsque vous décidez de découper et vendre, les fonds issus de cette vente doivent servir exclusivement à la caisse de la mairie. Et non dans les poches d'un individu. Alors donc pas des autorités. Merci. Donc c'est toute une procédure à respecter pour pouvoir vendre. Ce qui visiblement... avant 2016, visiblement n'a jamais été respecté. Donc,
la réserve administrative. Donc c'est parce que ces règles-là ne sont pas respectées qu'on a tous ces bruits-là après. Absolument. Les autorités qui se retrouvent en prison pour chasser, d'autres même s'en vont, ils fuient carrément. Est-ce que c'est ça? Mais c'est bien ça, parce que la réserve administrative est sacrée. Si, pour un oui ou pour un non, vous mettez la main sur une réserve administrative qui doit abriter pour vous les centres de jeu, le terrain de sport, le centre de police, le marché, et vous vous mettez à saccager le bien que les citoyens vous ont remis. Mais nous allons construire les marchés où? Les centres d'école. Oui. Donc on ne touche pas, quand bien même, je vous ai dit, pour toucher à une réserve administrative, la procédure est corsée et c'est clair. C'est ça. Parce qu'effectivement, des citoyens, des opérateurs, des hommes quand même qui ont une surface financière peuvent par exemple venir et dire « j'apporte un projet immobilier, le domaine est là, vous ne pourrez plus l'utiliser pour l'objectif de départ, donc permettez-moi d'avoir ce domaine, mais il faut respecter les règles. » Oui, là encore, le but, lorsque vous devez donner une réserve administrative ou bien même vendre une réserve administrative à des particuliers comme ça, le but doit être pour l'intérêt public. C'est-à-dire ce que lui-même veut faire. Doit être pour l'intérêt public, pas privé. Non, lorsque 90% des recettes entrent dans sa poche. Ça pose problème. Ça pose problème. Parce que c'est un bien que la population vous a légué pour autre chose. Donc dans cette dynamique-là, on peut peut-être aller au bail, par exemple. Très bien. Où l'intéressé aura à payer. On peut aller à un bail. Et là, le bail ne respecte pas les procédures du domaine public. D'accord. Ça respecte les domaines, les dispositions du droit privé. Voilà. Pour dire encore que le domaine, la réserve administrative reste et demeure un bien de la commune, un bien privé de la commune. D'accord. Merci beaucoup à vous pour ces détails-là. Nous allons poursuivre sur cette émission. Alors, Monsieur Daouda Moussé, je le précise toujours, vous êtes un expert foncier que nous recevons donc sur ce plateau avec nous. Je voudrais vous demander comment protéger donc la réserve administrative. Pour toutes sortes de raisons, les réserves administratives qui sont différentes des réserves foncières, nous allons les voir tout à l'heure, peut-être, doivent être protégées à tout prix. D'accord. Parce que les raisons sont claires et nous venons de les évoquer. Lorsque des populations, des citoyens sacrifient eux autres leur parcelle, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, tout à fait. Pour la communauté, pour une commune, pour dire ok, moi je vous donne ma partie, cette partie, pour l'avenir de nos enfants. Parce que nous devons installer des infrastructures. Il n'y a pas de raison pour qu'on change la destination de ces réserves administratives. Et donc, ce qui nous amène à sécuriser de façon ferme les réserves administratives. Comment les sécuriser? Nous devons les sécuriser de deux manières. La sécurisation juridique et la sécurisation matérielle. D'accord. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. La sécurisation juridique et la sécurisation matérielle. D'accord. Des réserves administratives. La sécurisation juridique passe par la confirmation des droits fonciers. Ça veut dire quoi? Monsieur Naoum, toutes les réserves administratives dans toutes les communes doivent avoir de titres fonciers au nom des communes. D'accord. C'est une étape importante. Une commune, c'est une étape subsidiaire, essentielle, substantielle pour le suivi de nos réserves. C'est-à-dire, si vous faites le recensement, l'audit foncier dans votre commune, et c'est révélé que vous avez 100 réserves administratives, vous passez systématiquement à la sécurisation juridique qui aboutit à l'obtention des titres fonciers pour les 100 réserves administratives. Au nom de la commune, les titres fonciers vont porter le nom de la commune. D'accord. Vous voyez que aucun maire, aucun secrétaire exécutif, aucun responsable aux affaires domaniales ne peut aller morceler et vendre, puisque ça porte déjà le nom de la mairie. Ça ne porte pas le nom de celui qui veut vendre. Alors d'où vient... Comment vous faites pour vendre une parcelle qui porte le nom de la commune? Puisque ça doit, quand je veux vendre, ça doit porter mon... Donc, il n'y a plus de vol.
Ok. Donc, en réalité, ce que vous êtes en train de dire, au terme d'un processus de remembrement, dès que la réserve administrative est dégagée, les autorités communales doivent pouvoir faire la procédure pour avoir un titre foncier pour ces domaines-là. Absolument. Et bien avant, et ce qui ne se fait pas. Et moi, quand j'ai l'occasion de les former, de former les responsables dans les communes, je leur dis non. Le transfert des réserves administratives n'a jamais été... Le transfert juridique légal des réserves administratives des populations vers les communes n'a jamais été une chose réelle et c'est grave. C'est-à-dire quoi? En réalité, les réserves, ce sont des biens des présumés propriétaires. Alors, lorsqu'on veut donner ça à la commune, il doit avoir un acte de donation. Merci, de transfert notarial, comme vous le voulez, pour dire, nous acceptons. C'est nous, présumés propriétaires, qui avons donné. C'est comme la convention de vente. C'est ça. Mais ici, c'est vous accepte qui donnez. De donner 30%. Merci. Donc, quand vous faites ça de façon légale, c'est reconnu. Donc, la commune peut justifier d'où les réserves proviennent. Voilà. Ensuite, maintenant, vous constituez en bonne et due forme le dossier pour aller au titre foncier. D'accord. Et j'ai 100 réserves administratives dans une commune, je dois avoir 100 titres fonciers qui portent le nom de la commune en question. Ça, c'est la sécurisation juridique. Donc, ça peut être éparpillé. Les réserves, là, peuvent être éparpillées. Les réserves ont été toujours éparpillées. Quand vous prenez Agome Calavi, avec le maire, mon cher aîné, Angelo... Awandino. Oui. À son arrivée, il y a une année là où il a fait l'audit foncier pour quand même savoir, comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa commune, combien de réserves administratives. Et cela s'est matérialisé par les plaques bleues que vous voyez. Et c'est de part et d'autre. Donc quand on parle de réserves administratives, c'est pratiquement peut-être dans chaque quartier, dans chaque arrondissement. Qui a un espace dégagé. Toutes les fois qu'on doit lotir une zone. Vous voyez, quand vous prenez Cotonou, on a plusieurs quartiers. Ça veut dire que chaque quartier a été loti. Et ça veut dire qu'on pouvait avoir de réserves administratives dans chaque zone. On en a eu, après ils ont revendu ces choses-là. Après. Dans mon quartier, il y a eu des vents vraiment larges. Après, ils ont tout vendu. Et ce sont les populations qui se sont installées, les pachas là, ont tout pris. J'affirme. Parce que j'ai suivi le dossier. Donc la sécurisation, elle ne doit pas se limiter à la sécurisation juridique. Elle doit être aussi matérielle. C'est ça. Lorsque vous avez fini de prendre le titre foncier pour les réserves administratives, le titre foncier, c'est dans vos documents placards, c'est dans vous mettez ça. Personne ne peut savoir qu'il y a un titre foncier pour ça. Mais qu'est-ce que vous faites pour que les fraudeurs, les peut-être ignorants, sachent que, ici, c'est une réserve administrative. Qu'est-ce que vous faites? Vous matérialisez ça par des plaques, des balises, des bornes. Autant de réserves administratives dans une commune, autant de plaques pour matérialiser, pour que quiconque s'aventure à aller vendre à une autre personne puisse dire attention, ce que vous voulez me vendre là, c'est une réserve administrative. D'accord. Donc il y a la sécurisation juridique qui se matérialise par le titre foncier. Donc si je vous suis très bien, quand on prend les réserves là, comme je le disais tantôt, par rapport au quartier, je donne le quartier Jéricho où j'ai grandi, mais quand vous sortez dans la rue, vous voyez le marché d'Antopa de très loin, où les voies étaient dégagées, mais maintenant tout ça est occupé. Alors, je voudrais poser la question de savoir, en temps normal, si on vous suit, on ne devrait pas voir des citoyens occuper une réserve administrative? Mais c'est la dernière des choses. Vous n'avez pas vu qu'il faut remercier son Excellence Patrice Talon au passage. Depuis 1960, moi je n'ai jamais vu si un acteur communal ou étatique ou particulier a été, dans le cadre bien entendu des opérations foncières, a été inquiété.
Je n'ai jamais entendu. Depuis que j'ai été quand même jeune, j'ai compris. C'est-à-dire quoi? Moi, je n'ai jamais vu un maire être convoqué pour avoir dérobé une réserve, etc. Mais aujourd'hui, le président Talon, il ne recule devant rien. Vous avez vu. Il vous a séduit en la matière, c'est ça? Oui, il m'a séduit puisque il a fallu ça pour que le citoyen puisse ait aujourd'hui le courage de dénoncer. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que des gens ont dérobé, mais je constate avec vous que beaucoup ont des ennuis judiciaires dans le cadre du foncier. D'accord. Les maires, des maires, des géomètres, des notaires, des particuliers, des huissiers. Et tout le monde, on vous dit, bon, venez nous faire le point de ce que vous avez eu à faire. Et le cas le plus patent, c'est la mairie d'Abomey-Calavi. Un cas particulier dans la République. Un cas vraiment particulier. Donc, vous aviez compris qu'on ne touche pas, comme on le veut, à une réserve administrative. D'accord. Mais attention, en réalité, il faut comprendre que dans une opération qui se fait sérieuse, on ne parle pas de réserve administrative tant que la dernière personne qui doit être recasée ne soit recasée. Ah ben, vous dites ça, mais j'ai bien envie de vous poser la question parce que vous êtes un spécialiste ici. On constate dans certaines zones, on fait le remembrement comme vous le dites, c'est le mot approprié, lotissement pour le commun des mortels, mais on retrouve après des citoyens qui sont présumés propriétaires. Ça veut dire qu'ils ont sorti de l'argent pour acheter un domaine. Et à la fin, ils n'ont plus de parcelles après le lotissement. Et on les classe parmi les sinistrés. Comment ça peut se produire? Merci à vous, monsieur le journaliste. Quand vous allez finir de répondre à ça, on va donner la parole d'abord aux auditeurs. Merci à vous, monsieur le journaliste. Dans une opération de lotissement, je reviens pour faire la nuance, la subtilité, comme vous le dites. Quand vous faites une opération de lotissement, il n'y a pas l'expression sinistré. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit 50 hectares, c'est pour vous. Oui, effectivement. Il n'y aura pas de sinistré dans ce cas. Maintenant, quand vous êtes dans une opération de remembrement foncier, ce qui se fait depuis les années 80 jusqu'à nos jours, quand est-ce qu'on peut avoir des cas de sinistrés? Je vais vous évoquer ça ici. Et les populations vont comprendre. Nous avons par exemple 100 hectares à remembrer. D'accord. Et il faut dégager les voies inter-États. Monsieur le journaliste. Il y a tout ça qui est dedans. Monsieur le journaliste, vous connaissez ce qu'on appelle voie inter-État. C'est bien large. Merci. On a la chance d'avoir vraiment des gens qui seront emportés. Mais est-ce qu'on est dans ce cas? Non. Tous nos remembrements fonciers urbains, il n'y a jamais eu. Des voies sont déjà tracées depuis longtemps. Donc, les remembrements que nous faisons, ce sont des remembrements d'arrondissement. C'est ça. Il n'y a jamais eu de voies inter-États. Voilà. Donc, c'est écarté. Cette raison, pour avoir de sinistrés, est écartée. Voilà. On peut avoir de sinistrés lorsque, par exemple, vous connaissez, il y a ce qu'on appelle le SDAG. C'est un outil de planification urbain. D'accord. Il se définit comme schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. C'est quoi le SDAG? C'est un outil dans une zone, dans une commune, qui permet de dire, vous voulez lotir telle zone. Bon, l'outil là prévoit que la zone A soit une zone d'habitation. Donc on peut la lotir. La zone B, c'est en français facile ça. La zone B est une zone commerciale. Donc on va installer des usines, etc. Ça veut dire que normalement on ne s'installe pas dans la zone commerciale. Vous avez vu qu'on a dégagé la cimenterie de... Voilà. La zone C, c'est la zone agricole. Ça veut dire que personne ne devait s'installer dans la zone agricole. C'est en français facile ce que définit
le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Okay. Lorsque lors du lotissement, du remembrement, on constate que votre parcelle se retrouve dans la zone agricole, ça veut dire que normalement, on ne peut pas lotir et vous installer. On peut vous emballer dans les sinistrés. Okay. Ce n'est pas le cas ici. Les schémas directeurs sont connus dans chaque localité. Quand vous sortez de ces deux cas dont je viens d'énumérer, l'expression sinistré me pose un problème. Mais nous vivons ça. Ça me met mal à l'aise. Pourquoi? Nous avons prévu 80 hectares à remembrer, à lotir. Et dedans, il y a 200 personnes à l'état des lieux. L'état des lieux, c'est-à-dire, on veut commencer les travaux, venez avec tout ce que vous avez comme document pour prouver que vous avez des parcelles dans la zone à lotir. Tout à fait. Et on a relevé 200 personnes au départ. Chacun a justifié avec les pièces telles qu'il peut. Si au départ, on a 200 personnes dans la zone à lotir, le principe voudrait qu'à la fin, qu'on ait les 200. Merci. Puisqu'en réalité, c'est à chaque personne que vous devez appliquer le coefficient de réduction. Avoir... Alors, donc, tout ce mécanisme est déjà projeté par les techniciens. D'accord. Donc, en principe, on ne devrait pas. On ne devrait pas. Maintenant. Oui. Si on a, qu'est-ce qui peut créer ça? Si on a. Quand on dit on ne devrait pas, ça veut dire que ça devait être vraiment minimisé. Minime, voilà. Très minime. Lorsque, par exemple, on dit 5-6 personnes ont perdu leur parcelle dans la zone et que une personne X qui n'avait jamais au départ de parcelle se retrouve à avoir une parcelle là sans acheter. On l'a catapulté d'ailleurs. Sans acheter, sans l'avoir acheté, parce qu'elle ne peut pas brandir un document. Mais on lui donne une parcelle. Voilà, il se pose un problème. Donc, l'expression sinistrée dans une opération de lotissement, c'est du vol. Je ne veux pas utiliser le mot parce que c'est une affaire au Cambolex. Il peut. Ou bien. Les cas de force majeure, c'est quoi, par exemple? Vous êtes en pleine opération de lotissement et des gens viennent vous brandir des titres fonciers. Pendant qu'on était en train de faire l'état des lieux, l'enquête de Komoto, ils ne sont pas venus. Ils vous brandissent des titres fonciers ou bien ils viennent vous brandir des décisions de justice qui peuvent bloquer les opérations parce qu'on ne touche pas à un titre foncier comme on peut toucher. Voilà. Donc, alors que l'opération a été déjà faite. Enclenchée. Merci. Donc, ces genres de cas peuvent amener, mais... Parce que quand j'ai un titre foncier, on ne peut pas couper comme on veut. On ne peut pas couper comme on veut. Donc, les techniciens essaient même de dégager d'ailleurs tous les titres fonciers avant les opérations. Il faut peut-être prendre dans les réserves, là, la réserve qui est dégagée et donner à ces populations sinistrées. C'est pourquoi je vous dis qu'en réalité, lorsque vous parvenez à obtenir ces sinistrés qui devraient être vraiment minces, mais très minces, en principe, vous ne parlez pas de réserve administrative pendant que des gens qui au départ sont à la belle étoile. Maintenant, c'est quoi le principe qui ne respecte pas? Lorsque le plan parcellaire a été retenu, le plan, c'est-à-dire tout ce qu'il faut, les populations, les voies, tout cela, il faut valider ça par les institutions étatiques. Vous voyez? Donc, après la validation, dans la validation, il y a déjà les superficies des réserves administratives. Peut-être c'est dans l'implantation, dans l'opérationnalisation, que le géomètre se trouve confronté à ce que je dis, les titres fonciers qu'on vous brandisse, les décisions de justice, ou bien peut-être une superficie qui appartient à une mosquée ou à une église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça peut piétiner l'autre. Alors quand ça piétine, il ne faut pas dire qu'il est sinistré.
il faut retourner à la commission qui a validé. C'est un propriétaire. Pour dire, le document qu'on a validé là, moi j'ai des difficultés sur le terrain. Est-ce qu'on ne peut pas? Comment faire? Il faut améliorer. Il faut couper l'église en deux. Il faut couper du moins la réserve administrative. D'accord. Pour donner quand même. Absolument à l'autre. Effectivement. Puisque vous l'avez reconnu comme présumé propriétaire. Présumé propriétaire. Il ne peut pas rester en l'air. D'accord. Merci à vous, Monsieur Daouda Moussé. On va donner la parole aux auditeurs. Il y a tellement, j'ai beaucoup de questions. Vous serez obligé de revenir ici après. Ça, c'est sûr. Vous allez revenir sur ce plateau pour poursuivre. Mais pour l'instant, tout ce que vous venez de dire, on va laisser les auditeurs poser des questions et on va donc leur apporter quelques réponses dans la mesure du possible. Bonjour. Bonjour, Monsieur Honoré Benjamin Naouma. Oui, bonjour. Je crois que ça doit être Eladji Ramanou Gbadamassi. Affirmatif. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Voilà. Et je salue votre invité qui nous a beaucoup éclairé sur les opérations de lotissement ou de démembrement de parcelles aujourd'hui. Soyez-en félicités. Bon, je voudrais demander quand est-ce qu'on parle de parcelles disponibles? Première question. Deuxième question. Un propriétaire terrien peut-il s'opposer ou bien peut-il marquer son opposition sur un domaine administratif? Troisième question. Des propriétaires terriens, des fois, mettent à disposition de la communauté, de la commune, des domaines pour implanter des infrastructures à caractère social, telles que les écoles ou bien les collèges. Et après, lors des opérations de lotissement, ces personnes ont les dédommages. Et leur dédommagement est fait à partir des numéros de parcelles qu'on les attribue. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez compris? Il faut reprendre la dernière partie. La dernière question, c'est que le propriétaire terrien qui a les domaines dans la zone, lorsque la zone commence à se développer, ils disent « Ah, nous avons besoin d'une école ». Mais comme on n'a pas encore commencé le lotissement, eux ils disent bon, nous vous donnons 1 hectare ou 2 hectares dans notre domaine pour ériger une école. Et lorsque les déclarations commencent, on les dédommage, c'est-à-dire que cet hectare-là est morcelé en parcelles de 500 mètres carrés, qu'on les positionne un peu partout sur le territoire à démembrer ou à lotir. Ok, je veux vous résumer. C'est un domaine qui n'a pas encore connu de remembrement. Remembrement, oui. Mais les populations se sont installées et ont besoin d'écoles. Voilà. Une communauté peut dégager 1 hectare et remettre à l'État pour dire, pour l'instant, réaliser une école dessus. Une école. Maintenant, après le remembrement, la communauté réclame donc, comment dirais-je, son domaine ou bien on lui fait, comment dirais-je, une compensation. Voilà. Et quelle est la question? La question, c'est de savoir, parce que quand ils obtiennent cette compensation-là, ils obtiennent ça par des numéros d'état des lieux. Ok. Ils vendent maintenant à de tierces personnes. Ok. Est-ce que dans cette condition-là, ces carrés-là, ces états de lieux-là seront pris en compte au moment des recasements? D'accord. L'ESP va essayer de répondre selon son niveau de compréhension de votre préoccupation. D'accord. L'importance du recasement aussi. L'importance du recasement, le terme recasement. D'accord. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. On va prendre un autre intervenant. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Moi, c'est Sébastien Nyorosso. D'accord. Nous vous écoutons. Je salue votre invité. Il doit revenir, comme vous l'avez dit, parce que pour les problèmes de terre au Bénin, c'est crucial. Ma première préoccupation, cher invité, est-ce que la terre est véritablement sécurisée chez nous au Bénin, malgré nos titres fonciers? Deuxième préoccupation, est-ce que nos États ne profitent pas ou n'abusent pas de cette loi d'expropriation pour faire parfois mal aux citoyens? L'État est fort, oui, il peut prendre à tout moment. Si je prends l'exemple de Kanri, où cette zone est lotie depuis des Russes, je vais dire le temps colonial, l'État se lève aujourd'hui, décide de prendre une partie pour des causes d'utilité publique. Les terres dans cette zone sont devenues quoi alors? Troisième, pourquoi les lotissements dus dans certaines zones, durant ça fait des années et des années. Ailleurs, ce sont des lotissements et l'ouverture de voies crée problème
malgré le paiement, ma dernière préoccupation, est-ce que la vérification des domanialités se font avant le lancement des lotissements dans les zones? C'est-à-dire, est-ce que dans chaque zone, on regarde d'abord si l'État veut faire chier dans cette zone, veut créer une école, veut créer une industrie, avant de lancer les lotissements, ou c'est après les lotissements que l'État décide de construire une industrie dans la zone? Qu'est-ce qui va se passer? Sébastien Rosso, bon dimanche à vous. Merci. Certainement revenir très prochainement. D'accord, merci. On va prendre un autre, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, votre nom? Hugues Gapovi, je vous appelle depuis Révier. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur le journaliste, je salue votre invité. D'accord. Et vous-même, vous savez, en tant que journaliste, que Révier n'a jamais été borné. Mais on a fait l'état des lieux il y a tellement longtemps que l'état des lieux a été fait. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux propriétaires qui viennent. Quand ils achètent les parcelles, ils sont devenus propriétaires, vous-même vous savez. Et ces gens-là ne sont pas reconnus dans l'état des lieux qui a été fait auparavant. Quel est l'effort? Et moi, je condamne toujours l'État. On doit toujours faire le bonnage avant de laisser une seule population s'installer. Si l'État ne fait pas ça, c'est qu'il ne fait rien. Il ne fait rien. Il n'y a pas une terre qui doit être qu'une population va commencer par construire sans le bonnage. Cela veut dire que l'État n'est pas en train de faire son travail. Et ma deuxième préoccupation, rapidement, quand votre invité parlait tout à l'heure qu'il félicitait le maire de Calavi, moi je dis non, il ne doit pas le féliciter. Pourquoi? Voilà ma raison. Il n'est pas libre? Pardon? Il n'est pas libre de le féliciter? Non, il n'est pas libre puisqu'il est financier. Les officiels veulent donner les points de vue. D'accord, allez-y rapidement. Voilà moi mon point de vue. Oui. Les plaques bleues qui ont été installées sur beaucoup de parcelles réserves administratives. Demandez-moi au maire de Calavi, est-ce que ces plaques-là, beaucoup sont encore sur ces terrains-là? Et quel a été le sort de ces terrains-là? Est-ce que la population est au courant de ce qui s'est passé après? Parce que moi, j'ai fait beaucoup de remarques que beaucoup de plaques ont disparu. Et on est en train de constater que les gens sont en train de reconstruire sur ces plaques-là. Quelle est la raison pourquoi ils sont en train de construire? C'est ma question. D'accord, merci. Merci et agréable journée. Agréable journée à vous. On va poursuivre. Bonjour. Si un auditeur vient, on va le recevoir. Sinon, on va passer. Oui, bonjour. Oui, monsieur Naoum. Oui, votre radio est allumée. Je vous en prie, il faut l'arrêter. Oui, ça peut aller, non? D'accord, ça peut aller. Merci, Taoufik Akouloupa, mon nom. Nous vous écoutons. Je salue beaucoup Daouda Moussé que vous avez eu la chance de recevoir sur votre plateau ce dimanche. Et moi, j'ai quelques petites questions. Et avant, on parlait de comité de lotissement. Est-ce que la loi, le numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier domanial à la République du Bénin, est-ce que cette loi reconnaît le mot comité de lotissement? Est-ce qu'il y a ce mot qui existe dans la loi? Bon, la deuxième question, on dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de convention de vente de parcelles. Il faut aller acheter. Mais vous voyez des conventions appelées dans le jargon antidatées et qui continuent de circuler. Je l'ai même encore vu il y a à peine 3 jours. Est-ce que l'original, la convention qu'on avait l'habitude d'acheter, l'antidaté là, et quelle est la différence? Pourquoi l'antidaté continue de circuler jusqu'à là où je vous parle? Voilà la deuxième question. Est-ce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, et ceux qui ont construit sur les réserves administratives, monsieur Daouda Moussé doit connaître un peu l'endroit que j'ai indiqué. Quand vous quittez votre magasin, sur la nouvelle voie pavée là, à votre droite, juste avant 100 mètres, quand vous quittez le carrefour de Godou, le magasin, en prenant la nouvelle voie pavée en allant vers cette là, à votre droite, il y a des maisons, et au moment où les plaques bleues sont venues implanter, que les gens ont trouvé encore la force diriger des bâtiments sur cette réserve administrative. Avant, il y avait un grand colatier là. Je crois que l'endroit que je suis en train d'indiquer là, Daouda Moussé doit connaître bien l'endroit là. Maintenant, après, quel va être le sort de ceux là qui ont construit et sur cette domaine, et depuis plus de 10 ans que les plateformes là. Et maintenant, ils ont encore trouvé la force de construire, diriger sur cette domaine.
D'accord. Merci beaucoup. On va prendre le tour dernier. On revient sur ce plateau. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Bonjour, votre nom? Rachidi Oba. D'accord. Nous vous écoutons. Je salue votre invité, monsieur Naoum. Oui. La situation qui prévaut à Ouattara. Il y a tout un bruit autour de vous et on a du mal à vous suivre. Hein. À travers notre information. Non, on ne vous suit pas du tout. Rachidi Oba, vous nous écoutez pas? Il est parti. Parce qu'on n'arrivait pas à le suivre. On revient sur ce plateau. Et je dis aux auditeurs, l'invité reviendra une autre fois. On fera tout pour qu'il puisse revenir aborder d'autres sujets avec nous. On va gérer donc au mieux le temps qui nous reste. Voilà, vous avez la parole pour répondre à nos auditeurs. Merci pour l'intérêt que les auditeurs portent pour cette thématique. Oui. Les questions sont vraiment nombreuses. Nous allons rapidement commencer par Eladj Badamassi. Oui. Je commence déjà par sa dernière préoccupation. C'est quoi le recasement? Eladj, le recasement, il y a effectivement une nuance entre le lotissement et le recasement. Le lotissement, c'est l'opération publique qui voudrait qu'on trace les vents, qu'on dégage les vents et que chacun puisse dire enfin, voilà la superficie de ma parcelle. Lorsque, à l'état de nature, vous avez 900 mètres carrés et qu'on a fait le lotissement, c'est à cette occasion qu'il faut appliquer les coefficients de réduction. Donc vous voyez que les 900 mètres carrés seront réduites pour donner une autre dimension. Lorsque c'est fait comme ça, et que tout le monde connaît son actuelle superficie de terrain, on a bouclé le lotissement. Mais le recasement maintenant, il faut que la mairie, c'est aussi une opération publique. C'est la mairie, par le biais de son géomètre expert, qui vous montre les 4 bornes de votre parcelle. C'est ça l'opération recasée. Pour faire ça là, on exige que tous les propriétaires payent d'abord les frais de lotissement. C'est la loi qui l'exige, il n'y a pas de problème à son... On paye les frais de lotissement. Absolument. Et on vient vous montrer vos bornes. On vient donc vous recaser. On vient vous montrer votre parcelle. Quand on vous montre les limites de votre parcelle, y compris votre parcelle, donc on vous montre les limites. On vous montre votre parcelle avec les limites, avec les bornes. D'accord. On vous recase. On vous recase. Vous êtes recasé comme ça. Donc voilà la nuance entre le lotissement qui consiste à ouvrir les voies et tout ce que... Recasement, ouverture de voies et tout. Et le recasement. Le recasement, c'est pour vous installer, c'est pour vous montrer les limites de vos terrains, de votre terrain. Alors, parcelle disponible, il parle de présumés propriétaires qui mettent à disposition. Je crois que les mairies le savent bien. Et la mise à disposition, lorsque vous mettez à disposition pour construire les infrastructures, il y a un principe, une doctrine, une jurisprudence qui veut que le bien public, même mal implanté, ne se détruit pas. Je vous le parlais tout à l'heure que si vous faites l'erreur et qu'une commune ou l'État vienne implanter une école publique sur votre parcelle privée, ça devient public. Et personne pour la démolir. Donc, lorsque les présumés propriétaires mettent à volonté des espaces... S'il vous plaît. Donc, si j'ai acheté des parcelles dans une localité et je suis parti là-bas 10 ans, peut-être 10 ans après, et que je retrouve une école dessus, c'est parti. Pourquoi vous achetez une parcelle privée et vous partez là-bas après 10 ans? Quelle disposition vous aviez prise? Vous avez fait le titre foncier, vous avez mis les plaques. Là n'est même pas le problème. Construire une école, c'est déjà trop. Lorsque l'État fait passer un tuyau, juste un tuyau de robinet là, tuyau d'eau, ça devient public. Lorsque le poteau électrique passe juste, ça devient public. Donc construire là, c'est même déjà trop. Vous comprenez que pourquoi vous devez revenir très souvent ici pour écrire, pour suivre les réponses. Et ça ne se détruit pas. Alors donc, Eladj, pour quand les populations mettent à disposition des terrains au profit d'une commune pour des infrastructures publiques,
D'accord. Il faut qu'elles sachent qu'elles sont en train de donner gratuitement ces parcelles à la commune. Puisqu'on ne va plus détruire le centre de santé, on ne va plus détruire l'école. Voilà. Alors, c'est bien qu'ils parlent déjà de compensation. D'accord. Et il estime que quand on les compense et que les opérations de lotissement commencent de remembrement, qu'on leur attribue des numéros d'état des lieux. Oui, pour une bonne traçabilité. C'est ça. Opération de lotissement, lors des enquêtes de commodo et incommodo, il faut forcément attribuer les numéros d'état des lieux. Okay. Alors, les numéros d'état des lieux, ce ne sont pas les numéros à la fin des opérations de lotissement. C'est les numéros pris avant, lorsque la parcelle, les voies ne sont pas ouvertes. Okay. Et ça rejoint le troisième intervenant qui veut comprendre que est-ce que lorsque j'ai un numéro d'état des lieux sur une parcelle, je peux vendre la parcelle. C'est discutable. Et quand vous voulez ma position en tant qu'expert, je vais conseiller aux populations de ne jamais vendre une parcelle à l'état des lieux. À l'état des lieux, vous ne connaissez pas la superficie réelle. C'est ça. Donc si moi, je vous vends à l'état des lieux 900 mètres carrés, vous ne pensez pas que vous aurez 900 mètres carrés. Oh, moi j'ai pris le prix de 900 mètres carrés chez vous. C'est ça. 2, vous ne saviez même pas si vous serez sinistré comme on est en train de le dire. Oui, tout à fait. 3, vous avez pris ça peut-être par rapport à la position de la grande voie, etc. Mais à la fin du lotissement, on peut vous dégager. On peut vous mettre à des kilomètres. Voilà. Donc, ce n'est pas conseillé d'acheter. On va parler aux acheteurs surtout. Oui. Parce que celui qui veut vendre, il est libre, il veut faire son coup. Ce n'est pas conseillé d'acheter des terrains à l'état des lieux. Parce que pour des raisons que j'ai c'est ce que nous faisons à outrance. Maintenant, oui, et c'est très grave. Maintenant, pourquoi les gens le font aussi? Quelqu'un l'a souligné. Voilà un lotissement, une opération de lotissement, de remembrement qui commence. Et 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça ne finit pas. Même ça, c'est peu, non? 10 ans, 20 ans. J'ai une difficulté terrible qui doit m'amener à vendre ma parcelle. Moi, je n'ai pas dit à la commune de ne pas finir les opérations de lotissement. Du coup, et c'est la seule occasion, le seul moyen que j'ai pour me faire de l'argent. Mais je regarde à gauche, à droite, je vends ça à l'état des lieux. Donc, vous voyez fréquemment ces gens d'opérations. Je basade en quelque sorte mes difficultés à l'acquéreur. Parce que les opérations de lotissement tardent. Et c'est ça qui pousse les gens à acheter ou à vendre de façon régulière des parcelles à l'état des lieux. Moi, je vous dis, je ne conseille personne, pour des raisons que nous venons d'évoquer, à acheter une parcelle à l'état. L'idéal, c'est de le faire après lotissement. Après lotissement. Mais comme je viens de le dire, vous voyez les raisons qui nous poussent à acheter. Alors, on passe à Monsieur Sébastien. Voilà, merci. Est-ce que la terre est sécurisée au Bénin? Monsieur Sébastien, si vous nous écoutez, ne parlez même pas est-ce que la terre est sécurisée au Bénin? Je vais vous ajouter que dans la sous-région, dans la sous-région, le titre foncier béninois est le meilleur des titres fonciers à retrouver. Avec tout ce qu'on entend sur parcelle au Bénin. Il pose une question précise. Est-ce que avec le titre foncier, on a des parcelles sécurisées? D'accord. Et je vous répète, je voudrais féliciter une fois encore le président Patrice Talon, parce que c'est à la faveur de 2017, il était déjà venu, qu'il a beaucoup plus consolidé la sécurisation des terres à travers le titre foncier dans la loi, en disant que le titre foncier béninois a une intangibilité absolue. Vous savez ce que ça veut dire? Dès lors que vous parvenez à avoir le titre foncier, il dit la loi dit en cas d'erreur, vous pouvez dormir, c'est en cas d'erreur ou de vol, ça veut dire lorsque vous arrivez à obtenir ça par fraude ou par erreur, on ne vous l'arrache plus. Même si c'est pas erreur. Absolument. Même si c'est pas fraude. Oui, vous avez
notre titre foncier a une intangibilité absolue. D'accord. Donc, si j'ai mon titre foncier, je peux dormir. L'intangibilité du titre foncier veut dire quoi? Allez-y. Pour que M. Sébastien comprenne. D'accord. Lorsque moi je fais un titre foncier sur ma parcelle et que je voyage, je fais 20 ans à l'extérieur. Si j'arrive, ce titre foncier-là demeure toujours à moi. D'accord. C'est la sécurisation là, ça. Donc je ça veut dire sur les quelqu'un là, je le dégage. Non, mais quand on questionne la base à l'ANDF, c'est votre titre foncier. C'est ça. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas eu des litiges autour du titre foncier, non. Mais la sécurisation juridique veut dire que toutes les fois que vous obtenez votre titre foncier, ça porte éternellement, ça ne se périme pas. D'accord. Votre nom. Donc, est-ce que nous avons, les terres sont sécurisées avec le titre foncier au Bénin? Oui. Je lui confirme ça. D'accord. Et il devait savoir qu'il n'y a aucun pays où il n'y a pas de litige foncier. C'est un autre débat. C'est ça. Parce que lorsque... C'est que vous avez votre titre foncier, vous avez votre TF. Oui. Mais ça peut rentrer dans d'autres débats. Mais ce qui est important, c'est qu'on vous reconnaît. Et vous êtes reconnu légalement. Éternellement sur ça. Voilà. Maintenant, lorsque vous parvenez à obtenir le titre foncier sur moi, ma parcelle, oui. Est-ce que parce que le titre foncier est définitif là, moi je ne vais pas vous convoquer? Je vais vous convoquer. Voilà. Et au tribunal, on va régler ça. Et s'il faut m'indemniser, on va m'indemniser pour dire, bon, comment il a fait pour... Ce n'est pas lui qui s'est délivré le titre, c'est toute une administration voilà. qui m'a délivré le titre foncier. Et il a peut-être déjà investi 5 milliards sur la parcelle. Voilà. Alors qu'il a pris ça à 500 000 francs. Est-ce qu'on va détruire les 5 milliards de francs? Non. La loi a jugé protéger l'investissement. Voilà. Et trouver peut-être une parcelle à l'autre qui proteste. Ou l'indemniser. Donc, avoir un titre foncier est une chose. Oui. Les bagarres, les conflits autour de la terre est toute une autre chose. D'accord. Il a parlé de l'État fort par rapport au TF. Toujours l'expropriation, etc. Il a parlé de l'expropriation, non. L'expropriation, monsieur Sébastien, n'a jamais été, le problème du gouvernement Talon, du gouvernement Yahi, du gouvernement Soglo, encore moins du gouvernement du feu général Mathieu Poukoulou, parce que avant la colonisation, pendant la colonisation et jusqu'à aujourd'hui, ce sont les tests qui ont prévu l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et tenez-vous tranquille. Quand on ne passe dedans, on ne peut pas savoir. D'accord. C'est la seule opération où quand l'État s'engage à exproprier, il a du mal. Et il a du mal, c'est tout comme si on lui tape dessus avec un marteau. Parce que mais c'est des millions de francs et des millions de francs que l'État, on parle de l'État, on ne parle pas d'un individu qui devrait être propriétaire de toutes les terres, arrive à débourser encore pour payer. Pour dédommager. Donc ce n'est pas une opération facile qui plaît à l'État. D'accord. Comment aller dépenser sur des choses que si j'avais pris des précautions. Est-ce qu'on peut exproprier un titre foncier? Est-ce que la loi prévoit ça? C'est rapide. Rapide? Oui, c'est rapide. Mais on dédommage? On dédommage. D'accord. C'est important. Parce qu'il a posé la question, il dit l'État fort par rapport au TF et tout. Alors, pourquoi les lotissements durs? Oui. Et je crois que nous allons peut-être organiser une thématique sur les opérations de lotissement. Ici maintenant, ce sont les réserves administratives. Je vous promets. Et nous allons dégager tout ce qui est mot. Tout ce que nous allons, comme on le dit, auditer, nous allons passer au pays fin pour répondre. Mais déjà, on ne peut pas partir puisqu'il pose une préoccupation. Oui, allez-y. Il faut dire que c'est tout ce dysfonctionnement. Comment vous engagez les géomètres experts, les urbanistes, et vous n'arrivez pas à les payer, à les rémunérer, alors qu'ils sont partis contracter des prêts. Comment des gens du jour au lendemain, donc eux, ils ne vont pas évoluer dans les opérations. Ils sont les seuls maîtres du terrain. Donc on ne paye pas les géomètres, c'est ça? Autre
Donc c'est pourquoi ils piquent un peu, c'est ça? Non, ils n'ont jamais piqué. Ah Je bon? je ne les défends pas, puisque nous allons organiser Ouais. pour vous dire les conditions dans lesquelles D'accord. le géomètre ou l'urbaniste peut arriver à avoir de façon légale, bon, par principe, je ne vais pas dire Légal. de façon légale, par principe, Il n'a jamais acheté de terre là et ou au finish il devient propriétaire. ou de façon D'accord. frauduleuse. Comme nous vous avez allons- promis revenir, Oui, vous nous allez allons revenir sur ça. organiser. Donc, les opérations durent Oui. à cause de ce dysfonctionnement. Les gens qui ne sont pas rémunérés à temps. Oui. Deux, les histoires de sinistrés, parce que les populations, du coup, ils vont s'arrêter pour dire, mais non, vous ne pouvez pas me déclarer sinistré. C'est des coups de machette, etc. Oui, Rien oui. n'était organisé. C'est ça. Alors, l'opération peut s'arrêter. C'est ça. Il y a ce qu'on appelle les problèmes de coefficient de réduction. Lorsque vous annoncez, par exemple, à la population que non, on doit les imputer 40% de leur truc, ça dégage d'autres soulèvements. C'est beaucoup de choses. Il y a aussi la complicité passive des populations. Lorsqu'on dit venez à l'état des lieux, on se dit non, mais ça ne me concerne pas, je ne peux pas aller rester sous le soleil. Mais lorsque vous n'êtes pas là, on va faire ça sans vous. D'accord. Donc, les acteurs de la chaîne, tous les acteurs de la chaîne sont concernés par le problème de dureté des lotissements. D'accord. Chacun ne prend pas ses responsabilités à chaque niveau. Nous allons en revenir D'accord. dès que nous allons animer une Merci autre beaucoup. opération Merci beaucoup à vous. Je voudrais que vous puissiez répondre rapidement à cette affaire de plaques bleues, donc posées, après donc enlevées. Donc les gens s'interrogent par rapport à ça, ou on pose les plaques bleues, pourtant les gens viennent toujours pour construire. Non, vous savez... Répondez, ça va être votre mot de fin hein, d'ailleurs. Ah bon? Oui. C'est rapide, hein? Très rapide. On n'a pas du tout répondu au monsieur là. Allez-y, Le lotissement rapidement, la Allez-y. troisième personne, Oui. parce que l'autre question est beaucoup plus politique. D'accord. La troisième personne, non, la loi sur le code foncier. Parlez dans le micro. La loi sur le code foncier ne reconnaît plus les comités de lotissement, mais plutôt les AIF. Voilà. Les AIF, ça veut dire quoi? Association d'intérêt foncier. On va en arriver. D'accord. Association d'intérêt foncier. Ok. Les conventions de vente, ça, il faut vous dire que ceux qui s'adonnent à ces pratiques, Les antidatés, là. non seulement antidatés, mais ça ne doit plus circuler. Ça ne doit plus circuler. Non, vous ne devez plus aujourd'hui passer une transaction foncière et parler de convention de vente. Voilà, mais moi, si j'avais une convention de vente, je garde ça. Vous gardez ça. Oui, parce que c'est déjà fait par le passé. Vous gardez Ok. ça. Alors, depuis 2023, août 2023, on ne devait plus... Août 2023, on est en 2025. Lors d'une session de parcelle, on ne devrait plus parler de convention. On devait D'accord. parler d'acte notarié ou D'accord. acte notarial. D'accord. Donc, ceux qui s'adonnent à ça, mon cher... Ils seront éditeur, capturés, c'est ça? Voilà. Les réserves administratives sont installées à nouveau. Et bon, les plaques, voilà, ils parlent des plaques. Non, je crois que c'est une question beaucoup plus peut-être sociale ou politique. Pourquoi il faut encourager, il faut féliciter d'abord le maire d'Abo Mekalavi. Dites-moi, si on n'avait pas implanté les plaques, on ne sera pas en train d'en discuter aujourd'hui au point de dire que ça a été enlevé. C'est parce que les plaques ont été d'abord implantées qu'on parle d'enlèvement. C'est ça. Alors, et au début ici, je vous ai très bien dit que les réserves administratives peuvent changer de destination. C'est des biens privés. D'accord. Mais à des conditions. D'accord. Nous qui sommes ici, est-ce qu'on est parti vérifier pourquoi telle plaque ou telle plaque a été enlevée? Peut-être qu'il y a déjà une attribution pour une raison ou pour une autre. Nous ne savons rien. D'accord. Nous devons aller à la source de l'information. Votre mot de fin, je vous en prie. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent en ce moment et vous dire que depuis 2017, des réformes courageuses ont été entamées dans le secteur du foncier par son excellence le président Patrice Talon et tout son gouvernement. Je les remercie. J'invite les populations à ne pas se donner à des actes qui pourraient leur créer préjudice, tels que de continuer à faire des conventions. Je les invite à massivement
s'inscrit dans le cadastre, a inscrit leur propriété foncière dans les opérations de cadastre se font un peu partout. D'accord. Elles doivent prêter franc à cette opération, elles doivent se donner à cette opération, à ces opérations de cadastre. D'accord. Et enfin, peut-être, je le répète ici, depuis août 2023, chère population, peuple béninois, il n'y a pas d'achat ou de vente de parcelles sans le titre foncier ou le certificat d'appartenance. D'accord. Merci. Si vous faites l'erreur d'acheter en dehors de ces deux documents, ça fait votre problème. Ça fait votre problème. On retrouvera, ça c'est sûr, pour donner plus de précision sur ces dossiers-là. Oui, monsieur Daouda Moussé, vous êtes expert foncier, juriste fiscaliste. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur cette émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation. Mes excuses à nos amis qui nous ont écrit donc via WhatsApp, on n'a pas pu lire. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpey, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Radio Cotonou 94.3, bonne suite de programme à chacun et à tous. Merci. Franc-Parler